Добрый день. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau briefing du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous sommes accompagnés du centre de presse, ainsi que des correspondants russes et étrangers. Commençons par le calendrier. Le chef du département des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, accueillera à Moscou, du 12 au 15 novembre, son homologue de la République de Colombie en visite officielle. Des négociations sont prévues entre les deux ministres, portant sur l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques, commercial et culturels. Les discussions incluront également des échanges de vues sur des sujets clés de l'agenda international et régional, ainsi que sur la coopération dans les instances de l'ONU. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie continue de soutenir activement le processus de paix interne en Colombie. Bien sûr, d'autres plateformes internationales seront également abordées lors de ces échanges. Les 18 et 19 novembre, à Rio de Janeiro, au Brésil, se tiendra le prochain sommet du G20. Conformément aux instructions du président de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov dirigera la délégation russe à cet événement. Ce sommet s'ouvrira sur le lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, une initiative phare du président brésilien. Ce mécanisme temporaire de coordination vise à identifier des solutions pour surmonter les obstacles à la coopération internationale dans le domaine de la sécurité alimentaire. La Russie annoncera son adhésion à cette alliance lors du sommet. Cette année, le G20 a reconnu que le monde dispose de suffisamment de nourriture, mais que l'accès à celle-ci est limité par divers facteurs, notamment les sanctions illégales occidentales contre les exportations agricoles russes et la fragmentation géoéconomique provoquée par l'Occident. Ces restrictions touchent également la logistique, les flux financiers et les paiements internationaux. Lors des sessions plénières du 18 novembre, le ministre des Affaires étrangères de la Russie interviendra sur des sujets tels que la lutte contre les inégalités, la faim, la pauvreté et la réforme des institutions globales. En marge du sommet, des négociations bilatérales sont également prévues. Nous notons que la présidence brésilienne cherche un compromis équitable et un équilibre juste entre les intérêts des pays participants, dans l'esprit des précédentes présidences de l'Inde en 2023 et de l'Indonésie en 2022. La présidence brésilienne met l'accent sur l'adaptation de l'agenda du G20 à la configuration émergente d'un monde multipolaire, en renforçant la coordination avec les économies en développement, notamment les membres et partenaires des BRIC. Pour la première fois, la Banque de développement des BRIC, la Ligue arabe et l'Union africaine, qui a rejoint le G20 l'année dernière, seront représentés au sommet. La Russie soutiendra des initiatives visant à promouvoir le développement durable en tenant compte des différents modèles économiques nationaux, tout en préconisant une transition énergétique rationnelle, le maintien du commerce international ouvert et non discriminatoire, ainsi que des mécanismes de marché indépendants. Nous continuerons également à contribuer à la dépolitisation du G20 et à dénoncer les doubles standards de l'Occident, y compris son rôle dans la crise humanitaire à Gaza et l'utilisation d'outils économiques comme arme de confrontation. Nous nous félicitons du retour cette année à des déclarations ministérielles au sein du G20, exemptes des interprétations géopolitiques imposées par l'Occident. Le 21 novembre, au ministère des Affaires étrangères de Russie, sous la présidence de Sergueï Lavrov, se tiendra la 3e réunion de la Commission interinstitutionnelle sur la coopération en mer Caspienne. Y participeront les chefs de ministères et d'agences concernés, ainsi que des représentants des régions côtières russes comme l'Astrakhan, le Daghestan et la Kalmoukie, et des membres de l'Assemblée fédérale de Russie. Les discussions porteront sur les intérêts nationaux russes dans la région de la mer Caspienne et sur les perspectives de coopération dans cette région. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, se rend à Brest, en République de Biélorussie, les 21 et 22 novembre, pour une visite de travail, afin de participer à une réunion conjointe des ministères des Affaires étrangères de la Russie et de la Biélorussie. Ces réunions ont lieu chaque année depuis 2000 et constituent un mécanisme efficace pour synchroniser les efforts des deux pays sur la scène internationale. Lors de cet événement à venir, la coordination des approches et de la coopération avec les pays du Sud global, ce que nous appelons également le Sud-Est mondial, sera poursuivie, avec un accent particulier sur l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, le BRIC, ainsi que sur les efforts conjoints pour contrer l'agression judiciaire et les sanctions de l'Occident collectif. À la suite de la réunion, il est prévu d'adopter une résolution appropriée et de confirmer les plans de consultation ministériels pour l'année 2025. Il est également prévu que les ministres signent une déclaration conjointe sur la vision commune de l'Euro-Russie en matière de diversité et de multipolarité au XXIe siècle. De plus, une déclaration bilatérale sera signée pour renforcer le rôle du droit international et des principes régissant l'interdiction des mesures coercitives unilatérales comme moyens illégaux de résistance, d'atténuation et de compensation des effets négatifs de ces mesures. Le programme de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, inclut une rencontre avec son homologue biélorusse pour échanger des points de vue sur les questions actuelles de la coopération bilatérale et de l'agenda international, ainsi que sur la coordination politique sur les plateformes multilatérales.
Bien sûr, une attention particulière sera accordée à la question de l'accompagnement diplomatique des processus d'intégration dans le cadre de l'État de l'Union, y compris les préparatifs pour la réunion prévue du Conseil d'État supérieur de l'État de l'Union, qui aura lieu en décembre de cette année, marquant le 25e anniversaire de la signature du traité de création de l'État de l'Union en 1991. Le ministre est également prévu de visiter le complexe commémoratif de la forteresse de Brest-Hérault et de rendre hommage aux défenseurs de la forteresse qui ont été les premiers à repousser l'attaque des envahisseurs nazifascistes. Ce complexe est devenu pour plusieurs générations de citoyens russes un exemple de courage, de résistance et de sacrifice au nom de la défense de la patrie commune. Passons à l'agenda international actuel. Commençons par la situation autour de l'Ukraine. Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il y a 10 ans, le 14 novembre 2014, le président ukrainien Porochenko, par décret, a mis en œuvre les décisions du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine. Le 4 novembre 2014, la mesure suivante a été annoncée. Les mesures urgentes pour stabiliser la situation socio-économique dans les régions de Donetsk et Louhansk. Cela a marqué le début du blocus financier, économique et des transports du Donbass, dont la population s'est retrouvée véritablement enfermée. Pourquoi ces mesures ont-elles été prises contre le Donbass ? Parce que la population de ces régions a refusé de reconnaître la dictature des nationalistes et des radicaux qui sont arrivés au pouvoir par des moyens illégaux, après un coup d'État orchestré par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, ainsi que les alliés baltes et la Pologne, pour ne citer que. À la suite de ce coup d'État armé à Kiev en février 2014, la population du Donbass a pris la défense de ses droits légitimes et de ses libertés, en préservant les institutions légales et en remportant la victoire avec l'aide de l'armée régulière et des bataillons de volontaires nationalistes. Mais les autorités ukrainiennes ont décidé de faire souffrir la région, de priver ses habitants de moyens de subsistance, de les affamer. Comme le disait Porochenko, s'adressant à la population du Donbass. Vous vivrez dans les sous-sols, tandis que les enfants d'une autre partie de l'Ukraine vivront dans des conditions de prospérité et recevront tout ce dont ils ont besoin. Tout cela se passait avec la complicité silencieuse de l'Occident, qui n'a jamais réprimandé, mais qui a, en fait, encouragé ces actions et cette rhétorique. Aujourd'hui, le régime de Kiev poursuit son terrorisme contre la population civile russe, soumettant les infrastructures civiles à des bombardements d'artillerie quotidiens et à des attaques de drones. Le 10 novembre de cette année, de minuit à 8 heures, les forces armées ukrainiennes ont mené une attaque de masse en utilisant un total de 84 drones, dont 34 dans la région de Moscou, 22 dans la région de Bryansk, et d'autres dans les régions de Kalouga, Orlov, Tula et Belgorod. Le 8 novembre, la ville de Gorlovka a été marquée par un tragique incident dû à une attaque de drone kamikaze contre un véhicule de service des travailleurs du réseau électrique. 2 électriciens ont perdu la vie et un autre a été gravement blessé. Je tiens à souligner qu'il s'agit de civils. À cause de l'explosion d'une munition à sous-munition non explosée, une femme a été tuée et 2 hommes ont été blessés. Au total, nous avons enregistré du 8 au 11 novembre, dans la République populaire de Donetsk, RPD, 10 personnes blessées. Du 8 au 11 novembre, dans la République populaire de Donetsk, RPD, 10 personnes ont été blessées. Le 9 novembre, une personne a été tuée et 2 autres blessés lors d'un bombardement brutal par les néo-nazis ukrainiens sur un centre d'hébergement temporaire à Nova Kakhovka, dans la région de Kherson. Entre le 8 et le 12 novembre, dans la région de Belgorod, les forces armées ukrainiennes ont tiré 231 munitions et lancé 110 drones sur des infrastructures civiles et des habitations. 2 personnes ont été tuées et 11 autres blessées. Le 9 novembre, à l'entrée du village de Stary Kutor, un véhicule a explosé sur une mine, tuant un civil et infligeant de graves blessures par éclat à sa femme. Le 10 novembre, à Shebekino, des drones ont attaqué à 2 reprises un immeuble résidentiel, un bâtiment civil, causant la mort d'un habitant. Le 11 novembre, à Dronovka, un homme a été blessé suite à l'explosion d'une mine. Ce même jour, une attaque de drone a visé un dépôt de carburant dans le district de Stary Oskol. L'incendie provoqué par l'explosion d'un réservoir a été éteint, heureusement sans faire de victimes. Une habitante de la ville libérée de Gorlovka, dans la RPD, a raconté aux médias l'horreur qu'elle a vécue lorsque des tirs de chars ukrainiens ont visé des habitations. Elle-même a été prise pour cible dans sa voiture, subissant une commotion, mais a miraculeusement survécu. Il est frappant de constater que ces atrocités rappellent les films d'horreur et thrillers hollywoodiens où des civils sont victimes de tortures, de fusillades et d'incendies criminels. Peut-être que les responsables au département d'État américain ou à la Maison-Blanche pourraient simplement allumer la télévision et voir ces atrocités en direct, non pas avec des acteurs, mais avec de vraies victimes civiles dans les rôles principaux. Cette tragédie, financée par les contribuables américains et alimentée par les livraisons d'armes, continue depuis des années. Il est ironique que des prix cinématographiques soient désormais attribués au régime de Kiev, tandis que les habitants des zones touchées espèrent simplement survivre et voir triompher la justice. Ce jour viendra. Les soldats russes, opérant dans la région de Koursk, ont une nouvelle fois constaté que les forces ukrainiennes utilisaient des civils comme boucliers humains près de leur équipement militaire dans le village de Flexovo.
Tous ceux impliqués dans de tels crimes devront répondre de leurs actes devant la justice. Les tribunaux russes, sur la base des preuves rassemblées par le comité d'enquête, continuent de rendre des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires étrangers pour crimes de guerre. Par exemple, pour des bombardements d'infrastructures civiles à Mariupol entre mars et avril 2022, la Cour suprême de la RPD a condamné 8 membres d'une unité de mortier des forces ukrainiennes à des peines allant de 15 à 17 ans de prison. En outre, l'organisateur et dirigeant d'une attaque en 2018 contre le Centre russe de sciences et de culture à Kiev, Bogdan Titsky, chef de l'organisation nationaliste radicale ukrainienne Comité Noir, reconnu comme terroriste en Russie, a été condamné par contumace à 14 ans de prison. Son rôle dans l'incitation publique au terrorisme et la direction d'une attaque contre un bâtiment protégé par le droit international a été pleinement prouvé. L'attaque, qui a impliqué environ 300 extrémistes, a causé des dégâts matériels considérables, avec des fenêtres brisées et des slogans anti-russes peints sur la façade. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Les enquêtes se poursuivent pour engager des poursuites pénales contre toutes les personnes impliquées dans les attaques contre les représentations diplomatiques russes. En Ukraine, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre du mercenaire géorgien Bibi Chadz, qui s'occupe depuis longtemps de former des mercenaires et participe directement au conflit armé en tant que mercenaire sur le territoire de notre pays. Il a été établi qu'en août de cette année, lui et d'autres mercenaires étrangers ainsi que des combattants des forces armées ukrainiennes ont pénétré dans la région de Koursk où, dans le but d'intimider la population, de causer des dommages matériels importants et de déstabiliser les activités des organes de pouvoir, ils ont commis des actes criminels visant à tuer ou tenter de tuer des civils. Des mesures sont prises pour localiser Bibi Chadz et ses complices. L'enquête sur les dossiers pénaux concernant cette combattant du 202e bataillon de la 103e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes Anatoly Voloshin, Vladimir Chulik, Sergei Karaev, Alexander Vchuk, Zinovy Sigoriak, Andrian Kulbaba et Oleg Popok est terminée. Ils sont accusés d'avoir commis des attentats terroristes sur le territoire de la région de Koursk. Il a été établi que ces personnes, au début du mois d'août, avaient ouvert le feu à plusieurs reprises sur des soldats russes et des civils dans les villages de Krasno-Oktyabrskaya, Snagost et Komarovka, dans le district de Kornevski. À la suite des actions d'enquête planifiées et des mesures opérationnelles, tous ont été arrêtés et placés en détention. Ils ont examiné les dossiers d'enquête, qui ont été transférés au procureur pour approbation de l'acte d'accusation et renvoi devant le tribunal. Les organes d'enquête russes continuent leur travail pour tenir les néo-nazis ukrainiens responsables de crimes de guerre et autres. Quant à la manière dont cela est perçu en Occident, en réalité, ça ne l'est pas, puisqu'ils orchestrent tout cela. Que nous racontaient-ils? Des conférences de paix, des plans pour des initiatives de paix, et ainsi de suite. Sachant que les superviseurs du régime de Kiev sont principalement les membres de l'OTAN et certains pays occidentaux, notamment les anglo-saxons et leurs dirigeants, il serait pertinent de citer l'interview ou les commentaires récents du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le 12 novembre. Le secrétaire général a déclaré « Nous devons réaffirmer notre engagement à maintenir le cap de la guerre. Vous pourriez demander comment il est possible de concilier, dans un même discours, des initiatives de paix prétendues et une déclaration explicite d'engagement dans la guerre. La réponse est simple. Cela ne peut être concilié que dans un discours mensonger. Tout ce que l'Occident et leurs alliés à Kiev présentent comme des initiatives de paix est un mensonge. Il serait utile pour chaque État, journaliste ou activiste travaillant sur ce sujet de lire attentivement et de noter les déclarations de Mark Rutte. Ainsi, la prochaine fois que Zelensky ou ses mentors à Washington, Downing Street, le Foreign Office, Bruxelles, Paris ou Berlin parleront d'initiatives de paix, nous devrions nous souvenir de ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le 12 novembre. Nous, les membres de l'OTAN, devons faire plus que simplement soutenir l'Ukraine dans la lutte. Nous devons augmenter le prix à payer pour Poutine et ses alliés autoritaires. Astérisque. Cette déclaration officielle n'appelle pas à la désescalade, aux négociations de paix ou à une résolution diplomatique de la situation. C'est un appel à poursuivre la violence sanglante. Ce discours est soutenu par des déclarations similaires provenant d'autres pays membres de l'OTAN. Regardez ce qui est dit à Washington, que ce soit par ceux qui sont encore à la Maison-Blanche ou ceux qui espèrent y entrer. Tous déclarent qu'il faut continuer sur la même voie. Voilà. Oui, nous sommes obligés de regarder leurs reportages, y compris ceux qui entrent ainsi sur le territoire de notre pays, lire leurs articles, suivre leurs publications sur les réseaux sociaux. Cela fait également partie de notre travail, vous le savez. Dans leur contenu, ils justifient littéralement l'agression de nazis avérés contre des civils. Ils ne montrent pas les prisonniers de guerre russes, ne traitent pas de ce sujet, tout comme ils ne mentionnent pas, et ne mentionneront pas, la profanation des monuments et des tombes collectives des soldats de l'armée rouge tombés pendant la Grande Guerre patriotique en libérant cette région. Ils ne parleront pas non plus des actes de certains individus comme Bartokevius. Ce dernier est un activiste lituanien appartenant à l'organisation Fondation internationale des Amis de l'Ukraine. Il milite pour une interdiction totale de la langue russe,
ainsi que de la culture russe, non seulement dans son pays, mais également dans d'autres États européens. L'année dernière, il a profané un monument dédié à Pouchkine à Vilnius. Ces dernières années, Pouchkine semble être une cible privilégiée. En mars de cette année, Bartokevius a publiquement justifié un attentat terroriste au Crocus City Hall. Il a déposé un seau rempli de déchets sur un mémorial spontané dédié aux victimes de l'attaque sanglante dans la région de Moscou. Ce mémorial avait été organisé près de l'ambassade russe à Vilnius par ceux qui partageaient la douleur des citoyens russes. À juste titre, il aurait dû être qualifié d'extrémiste. Mais maintenant, il a fait quelque chose d'encore plus choquant. Il a profané un mémorial dédié aux soldats soviétiques tombés dans le village de Kazachia-Loknia, dans la région de Koursk. Il est difficile même de prononcer ces mots tant l'acte est douloureux. Il n'a pas simplement sali l'endroit à proximité, mais il a uriné directement sur les tombes de ceux qui ont libéré l'Europe du nazisme. Certaines personnes pensent encore que les objectifs de l'opération spéciale en Ukraine, comme la dénazification et la démilitarisation, sont abstraits. Mais cela n'a rien d'abstrait. Cela concerne précisément ces individus inhumains. Le courant dominant occidental fait semblant de croire qu'il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine, ni locaux ni importés par les pays occidentaux. Non seulement ils existent, mais ils sont maintenant sur notre sol. Ils profanent les tombes de nos héros. Et ce ne sont pas seulement les nôtres. Nous avons examiné le livre de la mémoire du district de Sudja et trouvé les noms des soldats enterrés dans ce mémorial profané. Parmi les 68 combattants enterrés là-bas, certains viennent de diverses régions russes, mais aussi d'Ukraine, d'Ouzbékistan, de Hadjikistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan et d'Azerbaïdjan. Ces héros représentent la diversité des peuples qui ont combattu le nazisme. Voilà le vrai visage du régime de Kiev, et aussi celui de l'Occident qui le soutient. Pensez-vous qu'une seule organisation en Occident, dans les pays de l'OTAN ou ailleurs, ait protesté contre ces profanations? Ces organisations qui défendent la mémoire des héros de la Seconde Guerre mondiale ou des victimes de l'Holocauste. Pas un mot. En fait, ces profanations ne sont qu'une goutte d'eau parmi les centaines de milliers d'actes similaires survenus ces dernières années. Des tombes détruites, des monuments souillés, des plaques arrachées, des mémoriaux déplacés ou complètement anéantis. Peut-on séparer la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale de celle des héros qui les ont sauvés? Bien sûr que non, mais cela continue d'arriver. Nous croyons que la justice finira par rattraper des personnes comme Bartokevius. Nous attendons une réaction internationale et poursuivrons nos efforts pour sensibiliser sur cette question sur toutes les tribunes internationales. Nous espérons également un suivi judiciaire au niveau international. Les résultats du vote sur la résolution contre la glorification du nazisme montrent que les néo-nazis trouvent encore un espace pour s'épanouir. Mais cet espace se rétrécit, et bientôt, seuls des vestiges bruns subsisteront dans ce jardin fleuri décrit par Borrell. Concernant ce vote, un commentaire détaillé a été publié sur le site du ministère des Affaires étrangères, que vous pouvez consulter.